Ah, il peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tour de nous comme ça. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans la Minute Tactique, l'avant-match face au SCO d'Angers. Un avant-match très précis, très tactique avec, on va faire le point sur le danger, le pôle, une équipe d'Angers assez surprenante. On va rentrer dans le détail avec mon ami de toujours El Gringo et on va surtout parler des futures compositions de l'Olympique de Marseille. Donc les gars, restez jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, ça nous sert énormément au référencement. Je vais accueillir mon ami de toujours El Gringo. Comment il va mon poteau? Ah, je suis déjà sur la compo. Ça va très bien. Impatient d'être à ce match et vraiment on a eu un match de Lyon qui est porteur d'espoir par rapport au jeu, par rapport à tout ce qu'on a proposé et des recrues aussi qui nous apportent de l'espoir d'améliorer certains postes. Donc ouais, c'est l'impatience qui prime dans cet avant-match. On est chaud patate, Grégo, un mercato incroyable. Mais moi, je veux qu'on rentre d'entrée dans le vif du sujet. Montre-moi un petit peu ce que va nous proposer ce club d'Angers. Ouais, bon alors. Je ne vais pas énormément te surprendre. Non, ils vont jouer à 11 devant. En te disant que leur première chose, c'est qu'ils se positionnent plutôt sans le ballon en 4-4-2. C'est important de préciser sans ballon parce que, c'est une équipe qui n'a que très peu le ballon en règle générale. Donc, contre nous, on peut penser que ça va être encore plus flagrant. Mais tu as vraiment Abdelli qui va se mettre au niveau de l'Epaule en phase défensive pour amorcer un pressing. Tu le vois bien là. C'est un très bon joueur. Très bon joueur. Très bon joueur avec le ballon. On a parlé à l'OM un peu. Je pense que s'il y avait eu un départ d'Amin Harit, je ne serais pas surpris d'avoir eu ce type de profil-là, tu vois, pour le remplacer. J'aime énormément le joueur. En tout cas, c'est très bon joueur. Après, c'est toujours pareil de savoir s'il passe le cap d'un club un peu meilleur. Mais voilà, vraiment, tu vois que les lignes entre la défense et le milieu sont quand même très resserrées. Là, il y a plus d'écart entre les milieux et les attaquants. Je pense que contre nous, ce sera clairement pas le cas. Ils seront encore plus resserrés que ça. Pour avoir vu le match contre Strasbourg, c'était encore beaucoup plus bas que ça. Et surtout, tu vois, là, tu as le Paul qui est souvent celui qui décroche complètement de la ligne, bizarrement, tu vois, qui va plus laisser Abdelli en position d'avancante sur certaines phases défensives et qui va venir serrer pour vraiment créer de la densité. Là, tu vois, ils enferment à 3 un joueur et là, le danger principal de cette équipe, c'est à la récupération. Là, Abdelli, justement, qui était déchargé de la tâche défensive, va être retrouvé dans le cœur du jeu. Et derrière, ça va très vite. Tu as les 2 flèches des côtés qui sont très rapides. Et donc, leur but, ça va être clairement ça, de se projeter rapidement à la perte du ballon, à la récupération du ballon avec la vitesse de leur attaquant. Mais si tu veux mon avis, plus globalement, je pense que l'image qui va le plus ressembler à ce qui nous attend dimanche, c'est ça. Un bloc très bas, très condensé et fermer les espaces au maximum. Lyon, 8e de finaliste de l'Europa League, est venu jouer comme ça contre nous. Donc, je pense que Angers, un des plus faibles budgets de Ligue 1, a de grandes chances de nous proposer la même chose. Le coach, il a dit, Naïm, il a dit qu'il faudra être patient face à ce type d'équipe. On se souvient, nous, au match aller, Naïm, je vais quand même te remettre un peu la compo qu'il y avait eu au match aller. C'était un match un peu spécial au Vélodrome. Je ne sais pas si tu te souviens. Alors, il ne touchait pas le ballon dans les premières minutes, si mes souvenirs sont bons. On tournait, retournait. Je sentais un peu le public commencer un peu à s'impatienter. Finalement, Naïm, on arrive à marquer avec Mopé. Tu te souviens? le double. Non, c'est pas Mopé, c'est Rowe qui marque. C'est Rowe qui marque. Ah oui, c'est vrai, c'est Jonathan Rowe qui marque. Et ensuite, on suit le carton rouge. On encaisse avant ou on menait 1-0? Je crois qu'on menait 1-0, non? Non, on menait 1-0. En fait, il y a les 2 cartons rouges rapides en première mi-temps. D'ailleurs, Garcia qui avait pris un tacle au genou et l'arbitre avait mis juste un jaune. Heureusement, la VAR lui a dit non, là, faut peut-être pas déconner. Et Mopé qui se fait expulser juste avant la mi-temps. Et effectivement, on a eu du mal, beaucoup de mal. Vraiment, c'est un des plus mauvais matchs qu'on ait fait. Mais dans notre avant-match, dans notre après-match de la mi-temps, on avait décelé déjà ces passes vers l'intérieur, des premiers décalages. On n'arrivait pas à enchaîner derrière. C'est ce qu'on arrive à faire beaucoup mieux maintenant. On voit le 11 de départ, Naïm. C'est-à-dire qu'on voit la formation marseillaise n'a strictement plus rien à voir. Déjà, il y a Adrien Rabiot, Kondogbia qui est au milieu de terrain qui n'y sera plus. Il y a Rongier. Il reste Cornelius, Balerdi et Murillo et Greenwood. Il y a Luis Enrique, il y a potentiellement Mopé, mais pas de la même manière, pas les mêmes postes.
Pas du tout Voilà, c'est ça. C'est qu'à leur poste, potentiellement, il y aurait, et encore Maupay, on en parlera tout à l'heure, mais même pas sûr de débuter, mais il y aurait vraiment que Maupay, Højbjerg et Balerdi qui se retrouveraient au même poste quand ils pensent sur les 10 joueurs de champ, parce que tous les autres ont évolué. Hein. Même Greenwood, il joue plus du tout ailier, il joue plus dans le cœur du jeu. Enrique est passé piston droit. Murillo est passé plus dans un rôle de stopper que de latéral. Et donc, si tu te souviens bien, Naïm, on les joue, ils sont parmi les derniers. Et après notre match, je pense que tu le vois bien là, voilà, après notre match, en fait, c'est un peu l'élément déclencheur. Ce match nul leur permet un peu d'être en confiance, finalement, d'affronter Toulouse, faire un match nul au TFC. C'est vraiment pas simple cette saison. Ils ont fait tomber pas mal d'équipes, battre Saint-Etienne 4-2, battre Monaco. Ils ont eu cette belle période. Et finalement, on a eu Angers aujourd'hui, qui était dernier avant de nous jouer au match aller. Aujourd'hui, elle est 12e. Elle est un petit peu, on va dire, allez, le premier relégable est déjà à 5 points. C'est pas mal. Oui, surtout qu'on sait qu'une différence de 5 points en bas du classement, c'est pas la même chose qu'une différence de 5 points en haut du classement. C'est beaucoup plus dur à compenser. Et c'est au même niveau qu'Auxerre aujourd'hui, à 3 points de Toulouse, tu vois. Limite, cette équipe. Quart de finaliste de la Coupe de France. Quart de finaliste de la Coupe de France. Ils viennent d'aller battre Strasbourg à Strasbourg. Ils ont battu des équipes, mine de rien. Ils ont battu Auxerre, ils ont battu Strasbourg, ils ont battu Monaco. On peut se poser aussi la question, là, nous, de se dire ça a tout du match piège chez eux. Oui, totalement. Surtout que même Lyon, qui allait gagner 3-0 là-bas, qui était dans son prime, qui était vraiment dans le meilleur moment de Lyon cette saison, juste avant la mi-temps, à 1-0, il y a un coup franc sur le poteau qui aurait pu totalement changer le match et les faire revenir à un partout. Donc, c'est une équipe qui va être compliquée. Vraiment, leur terrain est compliqué. Je me suis rendu compte aujourd'hui, j'ai vu une stat comme quoi on avait gagné que 2 fois là-bas sur les 10 dernières confrontations. Ouais, incroyable. Donc, on a potentiellement l'équipe qui a le moins de possession en Ligue 1. Face à l'OM qui est top 2 des plus de possession. Je pense qu'on est derrière Paris au niveau de la possession. Ouais, ça serait bien de vérifier d'ailleurs. Est-ce que c'est sûr à 100%? C'est même pas certain. Ouais, dites-nous dans le chat si vous le voyez. En tout cas, franchement, c'est une bonne question. Et limite, Naïm, alors il y a un joueur qui crève l'écran en ce moment, inconnu au bataillon. Tu sais, c'est la graine des attaquants, des Pujol, tu vois, des joueurs qui ne sont pas connus, qui ne feront peut-être pas une grande carrière parce qu'ils n'ont pas le profil. À la Steve Savidan aussi, peut-être. À la Steve Savidan, qui nous a fait très, très mal aussi à l'OM à l'époque. Et finalement, c'est le monsieur plus d'Angers. Ouais, Angers, c'est une des équipes que je vois le moins jouer. Les horaires sont pas bons. Et du coup, je m'en étais même pas rendu compte jusqu'à que tu m'en parles dans la semaine, pendant qu'on préparait, que ce joueur ne faisait que marquer en permanence. Donc, du coup, j'ai préparé la vidéo, je l'ai analysée. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. C'est qu'il fait partie de ces joueurs. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est dans une bonne période? Mais qui sait toujours où va retomber le ballon. C'est assez impressionnant. Vraiment, là, il a le sens du but. Exactement. Déjà, tu sens qu'il a un bon déplacement. Tu vois, là, il part de derrière le défenseur. Il va anticiper ce débordement et ce centre. Il va passer devant au bon moment. Vraiment, au moment où le défenseur ne peut plus intervenir. Et en plus, il est précis dans la finition parce que c'est pas facile de réussir ce geste-là pour finir sur cette action. Tu sais, mais vraiment, il fait un peu penser à Terrier. Tu vois, dans le Terrier qui joue en pointe, qui a avant sa grave blessure. Il est mobile. Après, sur les matchs que j'ai vus, il n'a pas touché énormément de ballons. Donc, j'ai du mal à voir s'il est vraiment rapide, s'il est vraiment très, très adroit dans la construction. Mais par contre, vraiment, ce qui me marque, c'est ça, c'est que là, tu vois, il est à l'origine de cette action. Il va aller se placer dans une zone où il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs de Montpellier, où il y a très peu de possibilités de passe finalement. Quand tu le vois, il n'y a pas de solution de passe facile. Il va se trouver dans l'intervalle au bon moment, au bon endroit. Il a arrêté sa course aussi quand il fallait, mais il a ce truc qui est parfois difficile à expliquer, qui fait que tu te retrouves à la réception du ballon, au bon endroit, au bon moment. Là, c'est pareil, regarde Brest, regarde cette densité. Tu te dis qu'il n'y a pas de passe facile, vraiment. Il y a pas, même en te positionnant bien, ça va être compliqué. Il va être là où va arriver le ballon et il va finaliser avec un but. Et donc voilà, ça c'est vraiment la qualité qui m'a le plus marqué. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi sur cette action-là. Voilà, normalement, tu te dis là, l'attaquant, il va cage, lui, il est loin derrière. Il y a peu de chances que ça finisse sur lui. Ben non, il y a eu finalement le débordement, fini. Le but va être refusé.
En fait, ce qui me gêne énormément avec ce type de joueur, c'est dans le match qui nous attend dimanche, c'est que c'est typiquement le mec que tu risques de pas voir, qui va pas toucher un ballon, mais sur une action, un ballon un peu anodin, ben, ça peut lui retomber dessus. Je ne doute pas qu'il a d'autres qualités aussi. Il a mis un but exceptionnel contre Paris, une reprise de volée extérieure magnifique. Donc, ça doit être un joueur plein de qualités. Moi, sur ce que j'ai analysé, je n'ai pas pu le voir énormément parce qu'il ne touche pas beaucoup de ballons. Il a un rôle très ingrat. Il court beaucoup. Exactement. Mais par contre, ça m'a sauté aux yeux vraiment. Il est toujours là où il faut pour conclure et il attire un peu les ballons offensivement. Et ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que ils n'auront pas beaucoup de ballons et le peu qu'il y a, si ça tombe sur lui, tu sens qu'il aura pas de mal à finir. Et surtout, Naïm, je te mets quand même les résultats du SCO d'Angers à domicile. Ils marquent quand même très régulièrement chez eux, hormis le match face à Lyon, comme tu dis, mais il y a eu des circonstances atténuantes. À domicile, ils ont toujours marqué contre Saint-Etienne, il y avait le match contre Nantes aussi, contre Reims. Bon, c'est mine de rien, c'est une équipe qui est en forme, qui a battu Brest aussi à domicile, qui a battu Montpellier. Un bon match contre Brest, hein. Vraiment, ils ont enchaîné quand même une victoire Brest, Montpellier, Auxerre, 3 victoires consécutives. Lens a gagné difficilement 1-0. Ils ont fait match nul contre le Havre avec encore une fois l'arbitrage incroyable. Finalement, celui qui a pris le rouge, il ne sera pas suspendu. Il a été annulé, le carton rouge. Heureux. Ouais, mais mine de rien, Naïm, pour moi, tu me demandes mon avis, hein, je te dis, j'ai toujours peur de ce type de match-là. Moi, j'ai ce souvenir avec Luis Enrique. J'ai vraiment ce souvenir avec Luis Enrique. Ce match 0-0 avec je crois que c'est Sampaoli, hein, où on fait 0-0, où il part tout seul à la cage, mais il n'y a personne. Un mauvais match serré. Sampaoli fait sa possession qui servait à rien. Et quand je repense à Luis Enrique aujourd'hui, je me dis incroyable. Le changement, il est incroyable. Ah, c'est incroyable. Son évolution, elle est hallucinante. Mais c'est vrai que tu as raison. Bon, en fait, tu sais, chaque semaine, on se dit est-ce que c'est le match le plus important? Est-ce que c'est pas un tournant? Parce qu'en fait, la réalité de l'Olympique de Marseille, c'est que tous les matchs sont difficiles. Quand tu vois Abdelli, son interview d'avant-match, tu comprends déjà ce qui t'attend, hein. C'est le gros match. Quentin Merlin a fait une interview aussi où il expliquait, quand il était à Nantes, à quel point ça allait métamorphoser de jouer l'OM. Donc, ça va être dur. Ça va être dur dans la continuité de ce qu'on a expliqué après Lyon. Il faut s'attendre à ce que la première mi-temps soit difficile parce qu'ils seront encore assez frais pour faire bien les espaces derrière, parce qu'ils vont défendre très bas. Donc, on peut débloquer les premières mi-temps sur un exploit individuel. Hein, on a de la qualité, donc ça peut arriver. Et après, une fois que ces équipes-là sont menées, c'est très difficile pour elles, surtout qu'elles prennent un coup mentalement, vu que leur unique plan de jeu reposait sur tenir et contrer. Mais tant qu'on n'a pas ouvert le score, il faut s'attendre à ce que les premières mi-temps soient difficiles. Et là, ça risque d'être encore le cas. Tu me fais une passe D magnifique, Naïm, parce qu'en termes de première mi-temps, moi, j'ai toujours l'impression qu'on ronronne souvent en première mi-temps, bien évidemment, parce qu'en face, il y a de l'équipe qui a encore du jus, qui sont bloc bas, qui attendent qu'un truc, c'est de nous contrer parce qu'ils savent qu'on est friable derrière. Donc, ma question maintenant, on va en discuter sur cette partie-là, c'est la compo. Là, on est… Naïm, là, on est tous bouillants pour ce match parce qu'il y a plein de nouveautés. Tu sais, les accros du mercato ont été servis. Donc maintenant, moi, sur ce match-là, Naïm, allez, montre-moi un peu, qu'est-ce que tu ferais, toi? Justement, c'est là où ça devient intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Là, ce qu'on a mis, c'est ce qui semblait s'être détaché comme compo type. C'est clair que dans notre bonne période, quand il avait la possibilité de faire cette compo-là, c'est ce que faisait De Zerbi, même s'il y avait un petit doute quand même sur Merlin, qui parfois était moins bon. Donc, pour le piquer, il mettait plutôt Garcia. Mais bon, Merlin a quand même une qualité technique supérieure. Donc, c'était plutôt cette compo-là qui se dessinait. C'est vrai qu'Kondogbia est revenu à l'entraînement. Je pense que c'est encore un peu short et qu'on peut considérer que là, à l'heure actuelle, compo entre guillemets type, c'est plutôt avec Cornelius parce que quand même Kondogbia a une longue période d'absence. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est pour le match qui arrive, donc vraiment pour le match de dimanche. C'est une bonne question, Naïm, parce que en fait, quand on voit cette compo-là, moi, si je me fie au match de Lens, pour moi, c'est ma vision. Je pense que le coach aussi doit avoir cette vision-là parce que ça ne trompe pas. On voit les joueurs qui surperforment et les joueurs qui sont moins bien. On voit un Balerdi Murillo qui surperforme. On voit un Luis Enrique qui surperforme.
Peut-être qu'ils ne surperforment pas ce jour-là. Hein. Peut-être que c'est vraiment leur niveau. Oui, quand je dis surperforme, ils sont dans une bonne période. Ils sont dans une bonne dynamique. Et on sent exactement. que Cornelius, il a ce rôle de remplaçant, mais il dépanne. Et pour le moment, il le fait plus ou moins bien. Il y a du positif et il y a des limites. Il y a des limites, voilà. Et sur ce match, face à un bloc ultra bas, il va falloir un peu plus de vitesse derrière aussi sur les contres. Cornelius, moi, ça me pose problème aujourd'hui parce que je pense que c'est peut-être le joueur le plus lent de l'équipe. Et avec Merlin, ils se font la bourre les deux. Ils peuvent tracter pas mal de caravanes les deux réunis. Mais c'est vrai que donc, est-ce que c'est pas ce match-là à l'extérieur face au 12e? Est-ce que tu tenterais pas peut-être autre chose? Ben, justement, clairement, il y a des choses à dire. Il y a clairement 8 postes. Quand je vois cette compo à l'heure actuelle, parce que je considère que Bennacer n'est pas prêt et que pour moi, il n'est pas prêt à être titulaire, surtout que nos 3 milieux sont. Ouais. Parce que les gens se disent, et je sais que on va le mettre dans le chat, ils vont croire qu'on est anti-Bennacer ou autre, alors que ce n'est pas du tout le cas, les gars. Tahia Jazair, même j'ai envie de dire. mais non, mais. Et surtout, on sait qui est Bennacer quand il est au top de sa forme. On sait qui est Bennacer. Et nous, on a regardé aussi les matchs avec le Milan, et on connaît le potentiel du joueur, et on sait à quel niveau de forme il est. C'est pas qu'il n'est pas prêt, genre il est blessé, il ne peut pas jouer. Hein. Il est apte à jouer 45 minutes minimum. Mais la question, c'est, il a eu quoi comme entraînement? Il a eu 2 entraînements. Puisque mercredi, il a fait sa conférence. Et il s'est entraîné le mercredi après-midi, plus jeudi et aujourd'hui, quoi. Donc, bon, j'ai du mal à croire que… En fait, on ressent qu'il n'a pas sa vivacité encore. Mais attention, ça reste Bennacer. Si tu le mets titulaire, il sera peut-être très, très bon. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que dans un processus d'intégration, ça me paraît plus cohérent de le faire entrer progressivement parce que tu as un milieu qui est très performant. Et c'est justement ce qu'on va mettre en opposition avec d'autres postes, où vous pourrez faire rentrer des recrues plus rapidement. Là, à l'heure actuelle, vu ce que démontrent Rongier, Højbjerg et Rabiot, il n'y a pas de nécessité de te précipiter à mettre Bennacer dessus titulaire. Et je pense que ce serait peut-être plus judicieux de le laisser progressivement reprendre sa vivacité. Mais bon, comme je te dis, ça reste Bennacer. Peut-être qu'à 30%, il peut marcher sur Angers. Après, Gringo, le coach, en conf de presse, il a dit Dedić et Bennacer sont 2 joueurs intelligents qui peuvent jouer dans notre équipe et n'auront pas besoin de beaucoup de temps pour pouvoir s'adapter et s'intégrer à l'équipe. Mais il faut quand même un minimum de temps. Oui, donc ça pose vraiment toute la question. En tout cas, pour moi, c'est pas nécessaire à ce niveau-là. Greenwood, Luis Enrique, Murillo, Balerdi, intouchables. Ils sont monstrueux en ce moment. Il n'y a aucune raison de les bouger. Donc, il reste ces fameux 3 postes. Les 2 du couloir gauche et le poste d'avant-centre. Parce que Signil Mopé a été très, très performant pendant un temps. On sent qu'il était un peu plus dans le dur. Et surtout, il y a un joueur qui semble avoir plus les qualités pour faire sauter ce bloc bas par rapport à Mopé. Parce que si Mopé excelle dans le jeu de la cage, il a montré ses limites quand il arrive des fois en 1 contre 1. On a vu avec Dante contre Nice. Et pour créer un déséquilibre individuel. Là, Naïm, quand on voit l'entrée de Gouiri, c'est pas un joueur qui reste dans l'axe, pas du tout. Tu as vu, il se balade un peu à gauche, un peu à droite. Et j'ai même envie de te dire, lui et Greenwood, ils sont libres en fait sur la pointe de l'attaque. Et, je trouve que ça crée vraiment du doute permanent, ces joueurs-là. Ça crée un déséquilibre pour la défense, parce qu'on sait qu'ils vont jouer bloc bas, qu'ils vont essayer de nous contrer. Et donc, tu vas avoir besoin de cette relation technique. Et c'est ce qui manque un peu à Mopé, tu vois, d'être capable sur la prise de balle d'éliminer. Tu vois, ce changement. Puis parfois d'être en 1 contre 1, d'éliminer en 1 contre 1 face au jeu. Là, on a vu que sur le premier but, que Gouiri, il n'a pas réfléchi. Premier ballon, 1 contre 1, il va provoquer Veretout, il frappe. Et on a de la réussite, ça revient sur Greenwood. Mais dans l'intention, c'est quelque chose que Mopé n'aurait certainement pas fait. Et Mopé, il aurait peut-être était obligé de temporiser et le bloc lyonnais se serait reconstitué. Donc, pour moi, le premier gros axe de progression, c'est potentiellement là. Sachant que par contre… Naïm, je suis désolé de couper, mais je pense qu'on a le 11 de départ. À 95%, je ne le vois pas, hormis si Kondogbia a montré vraiment des aptitudes, mais comme il revient de blessure, il a rechuté, je ne le vois pas le mettre titulaire. Prise de risque inutile. On va voir. C'est quoi alors, montre-moi un peu les autres propositions. C'est probable. C'est probable qu'on s'arrête là dans l'évolution de l'équipe. Et il y a des chances, et tu as raison. Hein. C'est le plus proche, clairement, de rentrer, c'est Gouiri. C'est parce qu'il est déjà rentré au match précédent, parce qu'il a été très bon, parce que Mopé est un peu moins bien en ce moment. Donc, ça serait la logique. Mais toi et moi, ça fait plusieurs semaines quand même qu'on cible un poste en particulier. C'est le poste de latéral gauche.
Et là, on va se poser la question de est-ce que c'est trop tôt ou pas pour faire rentrer Dedić. Je comprendrais totalement que l'entraîneur remette Merlin dans une logique de faire rentrer progressivement une recrue. Parce que ça envoie un message fort. Hein. Ça envoie un message fort d'entrée, premier match. Tu mets Dedić, ça veut dire à Merlin, tu envoies un message à Merlin en disant bon, mon pote, là, il n'est pas venu pour doubler Murillo, hein, même si c'est son poste. Hein. Exactement. Donc, je comprendrais qu'il mette Merlin et c'est sûrement ce qu'il fera. Maintenant, si c'était moi, honnêtement, je mettrais Dedić. Parce que sachant que Naïm Dedić, s'il est remplaçant, il peut potentiellement remplacer Murillo, Luis Enrique et Merlin. Exactement. Dans son profil. Et même, on peut même envisager Cornelius, du coup, puisqu'il peut jouer des deux côtés, même si stopper gauche, je ne l'ai pas vu encore à ce poste-là. Non. Mais bon, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas le faire, vu qu'il peut jouer par contre latéral gauche. Et moi, je le mettrais vraiment parce que Merlin, sur les derniers matchs, face à ces fameux blocs bas, nous a montré à quel point il nous limitait dans le fait de ne pas être capable d'éliminer ni par la course, ni par le dribble. Et surtout, il nous met aussi un peu plus en danger défensivement par rapport à son manque de vitesse. Là, les attaquants, les ailiers angevins vont très vite, donc il faudra de la vitesse sur les côtés. Moi, clairement, si c'est moi, au vu des qualités que j'ai vues dans la vidéo de préparation, quand on a analysé le joueur, au vu de son match contre Brest, le match de Salzbourg contre Brest, ça va ressembler au match de l'OM contre Angers, en espérant une autre issue, mais dans le sens où c'est une équipe qui devait déstabiliser un bloc bas très, très compact et très fort physiquement. Et la question, il a été excellent. Il avait été excellent et il avait joué les latérales gauche. Surtout à l'extérieur. Tu peux te dire lancer un joueur à l'extérieur, c'est quand même plus simple que de lancer au Vélodrome. On connaît la pression de se lancer au Vélodrome. Mais après, la question, c'est notre ami Luis Felipe. À un moment ou un autre, il joue ou il joue pas? C'est la dernière possibilité, effectivement, dans ce changement, parce que Cornelius, moi, je ne faisais pas partie de ceux qui disaient qu'il avait été mauvais contre Lyon. Je trouve qu'il a été même relativement bon. Mais comme je te disais, il a des limites. On a vu de vitesse particulièrement. Ça fait encore mal aux yeux d'y repenser. Et dans la relance aussi, il a vraiment beaucoup de lacunes. Par contre, il a un énorme jeu de tête qui nous fait du bien défensivement. Maintenant, comme on nous a présenté Luis Felipe, c'est censé être un joueur rapide et avec une qualité de relance exceptionnelle. Donc, ouais, tu te dis que clairement, face à un bloc bas, face à Angers, ça va quand même t'apporter énormément. Donc, pour moi… Ça donne envie. Hein. Moi, perso, celle-là, elle me donne grandement envie, mais c'est mon côté football manager. C'est mon côté, j'ai envie de voir des choses qui marcheront peut-être face à d'autres qui ne marchent pas super bien. Ouais, c'est même pas le côté vraiment de voir de la nouveauté qui me donne envie de mettre ça, parce que tu vois que j'ai pas mis Bennacer dans cette équipe, dans cette équipe-là, mais c'est parce que tu intègres 3 joueurs qui ont toutes les qualités pour corriger les défauts qu'ont les 3 titulaires actuels à ce poste, et surtout Dedić, c'est vraiment trop important, parce que comme je te disais, Mopé, malgré ses limites, fait quand même du bon boulot. Et clairement, avec Guiri, tu peux passer un cap, mais c'est moins handicapant. Cornelius, malgré tous ses défauts, finalement, il a peu de mal à jouer défensivement, vu qu'ils sont tous derrière. Et même si on peut considérer que son manque de vitesse d'enchaînement, pour se retourner dans sa relance, ça peut être aussi handicapant. La marge de progression, je pense, est moins haute sur ces 2 postes-là que sur le poste de latéral gauche. Maintenant, tout ça, il reste conditionné à la qualité des joueurs. Si Dedić fait une entrée à la Brassier, ça nous apportera rien. Mais sur le papier, ces 3 joueurs-là ont totalement les qualités qui nous manquent pour passer encore un step, parce qu'encore une fois, hein, on parle pas de Rennes, hein, qui est à l'agonie et qui compte sur ses recrues pour complètement changer sa saison. Nous, on marche très très bien, tout va très bien en ce moment. On n'a qu'un accro majeur, c'est Nice, parce que même les matchs nuls contre Strasbourg et contre Lille n'étaient pas mauvais dans le contenu. Donc, depuis le match de Lens, on n'enchaîne que des bonnes performances. Et tu as 3 joueurs qui peuvent corriger un manque flagrant. Et tu en as un 4e qui, même si le joueur qui est titulaire à son poste est très, très performant, et tu sais que j'adore Valentin Rongier, on sait que si Bennacer revient à son top niveau, il peut t'offrir aussi d'autres perspectives sur la formation de l'équipe. Ouais, en fait, tout ça, on l'a basé sur le schéma actuel. Mais peut-être qu'à un moment donné, notre ami Roberto De Zerbi voudra revenir à
un 4-3-3 ou quelque chose qui ressemble. Et on voit que si on prend chaque joueur le plus fort à son poste, ça pourrait, dans la théorie, encore une fois, parce qu'il y en a qu'on n'a pas encore vu jouer, mais ça donnerait quelque chose comme ça qui est très, très, très intéressant. La plupart des joueurs jouent à leur poste de prédilection, ou en tout cas où ils sont très performants. On peut penser à Luis Felipe qui a joué toute la partie de... Tout ça, Rabiot. Ouais, voilà, Rabiot. Luis Felipe au Betis, il jouait totalement ce rôle-là. Il jouait stopper gauche dans une défense à 4. Thia Greenwood qui repasse sur l'aile. Thia Højbjerg qui est dans un rôle un peu hybride, moins point de basse, un peu plus relayeur, mais qui va être capable de vraiment de défendre, de récupérer des ballons. Benacer, de ce qu'on nous a expliqué du côté de Milan, à ce poste-là, quand il était à son prime, c'était le meilleur du monde ou pas loin. Il vient s'insérer entre les deux défenseurs pour essayer de vraiment construire le jeu, tu vois. Ouais, puis comme nous l'a dit Marco, c'est surtout, on oublie que c'est un très très gros récupérateur quand il est au top de sa forme. Donc, alors on ne parle même pas du banc là derrière, hein, parce que et c'est ça. Donc là, ça serait potentiellement une équipe comme ça, et on pourrait se dire que même en changeant 5 joueurs, ce qui est énorme, donc la moitié des joueurs de champ en enlevant le gardien, tu gardes une équipe très très compétitive, parce qu'en faisant rentrer du Merlin, du Kondogbia, du Rongier, du Rowe et du Mopé, on ne peut pas dire que c'est faible pour un banc de touche. Donc, puis certains ont un profil de game changer, hein, comme Rowe par exemple, qui a vraiment le profil pour apporter quelque chose en rentrant. Merlin est toujours très très bon quand il rentre, même s'il est moins bon quand il est titulaire. Et puis Rongier, encore une fois, il va te sécuriser un milieu, peu importe s'il rentre à la 60e ou s'il est titulaire. Donc, en tout cas, ça donne envie. Ça donne envie, Gringo. Ça donne envie de cette perspective. C'est vraiment la conclusion. La conclusion à laquelle j'allais arriver, c'est ça. Ça donne envie de voir ce que donnent ces joueurs et surtout que va faire l'entraîneur, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Bon, en tout cas, il y a énormément de possibilités. Ton prono? Je pense qu'on va faire un très bon match. Je pense que la première mi-temps va être compliquée, comme d'habitude, mais que dès qu'on va la débloquer, Angers aura plus grand-chose à proposer. Donc voilà, je voulais dire 3-0, mais je vais dire 3-1 parce que tu m'avais un peu fait peur avec cette stat d'Angers qui marque toujours à domicile. Voilà, allez, moi je confirme mon pronostic hier sur le Fossé. J'ai dit 2-1 pour l'Olympique de Marseille, avec un but d'Amine Gouiri et un but de Luis Enrique, parce que je trouve que c'est le joueur en forme. Les amis, encore merci mon ami Gringo. On est déjà prêt pour dimanche. On attend que ça. Moi je suis devant la télé, je suis sur Dazen, j'attends, je veux voir la compo, et j'ai vraiment hâte de voir ce match, parce que on va montrer un petit peu, c'est une journée charnière avec Paris-Monaco et Nice-Lens, et on serait fort inspiré d'aller gagner à Angers, parce que je pense que tu mettrais un sacré coup à la concurrence. Clairement. Il faut surfer sur la vague de la victoire de Lyon, ce qu'on n'avait pas su faire au match aller, où on avait perdu à Strasbourg, alors que toutes les voyants étaient ouverts pour lancer une grosse saison. Donc voilà, il faut apprendre de nos erreurs du passé et enchaîner après la victoire à Lyon en allant s'imposer à Angers. Sur ces belles paroles, les gars, on vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, de nous suivre, de partager tout ce qu'on fait, de nous donner de la force et de commenter et de liker. Vous savez que ça nous aide énormément pour toutes nos vidéos et pour le référencement. On vous dit probablement à lundi, en espérant une victoire de l'Olympique de Marseille, Naïm, et en espérant qu'on ait une très très grosse fin de saison. En tout cas, merci à tous et à très très vite. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.